la première question à se poser, c'est finalement, mais pourquoi l'évitant et l'anxieux s'attirent ? Étonnamment, en fait, très souvent, il y a une grande attirance entre ces deux types d'attachements. Il y a une vraie alchimie qui se crée, une connexion particulière, et ils sont attirés l'un par l'autre, alors que pour autant, à première vue, tout les oppose, puisque ils ont des façons de se lier, des stratégies d'attachement qui sont à l'opposé. L'anxieux et l'évitant sont vraiment les deux faces d'une même pièce, en fait. Et pour autant, ils forment souvent des couples et ont souvent aussi du mal à se séparer. Alors on va voir ensemble pourquoi, en fait. Quelles sont les raisons profondes de ce lien particulier. Et il faut vraiment venir au passé, à l'histoire de chacun, comprendre que d'abord l'anxieux, lui, a vécu dans un environnement où finalement il a vécu de l'inconsistance, où on ne lui a pas offert un amour constant. Donc il a appris à développer ce qu'on appelle une hyperactivation de son système d'attachement. C'est-à-dire qu'il va chercher à constamment à activer le lien, tout ce qui permet de rendre la relation réelle. C'est-à-dire il va avoir besoin compulsif d'être rassuré, de confirmer, d'être sécurisé. Il va anticiper l'abandon, même finalement lorsqu'il ne se produit pas. Il va chercher, scanner, interpréter. Donc il va être constamment en fait focalisé sur la relation et sur l'autre pour obtenir en fait, répondre à ses besoins affectifs. Et à l'inverse, on a en face de lui l'évitant, qui lui c'est tout le contraire, a été souvent finalement enfant laissé seul. Il a appris à se construire seul, à surtout ne pas demander, faire de demandes et d'avoir des besoins affectifs. Il a appris moins j'ai de besoins, moins je m'exprime, moins je demande, plus je vais être aimée et je ne vais pas être rejetée. Donc il a vraiment, on va dire, réprimé ses besoins affectifs. Il a appris à pas montrer ses larmes, à pas montrer ses désirs et éviter toute exposition en fait, et toute vulnérabilité. Donc à l'inverse de l'anxieux, qui lui, c'est l'activation du lien qui va être primordial, chez l'évitant, c'est de la désactivation. Donc tout ce qui permet de mettre l'autre à distance et surtout de se couper de son besoin de lien et du besoin de l'autre. Donc il va minimiser, il va rationaliser, il va s'éloigner et mettre l'autre à distance, se mettre à distance de la relation et du lien. Et il a appris qu'il croit que l'indépendance, c'est sa seule stratégie de survie, à l'inverse de l'anxieux. Donc on a d'un côté l'anxieux hyper dépendant et de l'autre côté l'évitant hyper indépendant. Donc vraiment à l'opposé. Et pourtant, ils s'attirent. Donc pourquoi ils s'attirent ? Parce que chacun en fait active la blessure de l'autre. L'évitant en étant finalement froid, distant, pour se protéger, va activer la blessure de l'abandon de l'anxieux. Donc l'anxieux lui va reconnaître en fait un système, un fonctionnement qu'il connaît, en fait, de ne pas recevoir l'amour dont il a besoin, d'être assoiffé d'amour et de jamais recevoir, d'être comblé comme il le voudrait. Donc l'évitant, lui, active cette blessure d'abandon, et au contraire, l'anxieux, lui, en étant dans la demande, en étant trop présent, va étouffer l'évitant, et l'évitant va revivre en fait ce sentiment où il a besoin de s'éloigner, se mettre à distance, etc. Donc chacun active la blessure de l'autre, et également parce qu'en fait chacun représente ce qui le refoule profondément. L'anxieux, lui, refoule finalement cette part d'autonomie, de solidité intérieure, de sécurité, d'indépendance en fait qu'il pourrait avoir, et que lui reflète l'évitant, ce que lui montre l'évitant. L'anxieux, lui, le refoule, le fait de s'autosuffire, le fait d'être autosuffisant, autonome, etc. Donc il va être fasciné en fait l'anxieux par cette capacité de l'évitant à être aussi autonome, aussi en tout cas en apparence, solide et détaché. Et l'évitant de son côté, lui, va être attiré par l'anxieux, et va être séduit par la chaleur,
par la profondeur des émotions, par cette capacité à exprimer ses émotions, à être dans l'affect, dans cette capacité à aimer passionnément, à se lâcher dans le lien et l'amour. Ce que l'évitant, lui, enfouit en lui. Ce que l'évitant nie et se protège en réprimant tous ces besoins, etc. Alors qu'il les a aussi. Il a aussi ce besoin de chaleur, de tendresse, d'amour. Mais au départ, ce qui finalement attire l'anxieux et ce qui attire l'évitant, donc l'évitant cette chaleur, etc., c'est ce qui va finalement petit à petit les faire s'éloigner, puisque l'anxieux, lui, va souffrir de la distance de l'évitant et jamais se sentir assez aimé. Et l'évitant, au contraire, lui, va se sentir envahi, étouffé, sous pression des demandes de l'anxieux. Donc, ils revivent, en fait, c'est ce que Boris Cyrulnik appelle une mémoire traumatique. Ils reproduisent des scénarios qui leur sont familiers. Même si c'était douloureux, même si c'était source de souffrance, en fait, ils vivent quelque chose, ils revivent quelque chose, et ce que Freud appelait aussi la compulsion de répétition, c'est le fait d'être attiré par ce qu'on connaît. Et finalement, de chercher inconsciemment aussi à résoudre ce qu'on n'a pas pu résoudre enfant, essayer de le résoudre dans des relations adultes. Donc chacun projette en fait ses propres blessures passées, ses propres blessures d'enfance. Et donc c'est pas un amour véritable, c'est plutôt une demande inconsciente de réparer l'enfant intérieur de l'autre. Et c'est ce que Boris Cyrulnik souligne dans Les nourritures affectives quand il dit « L'enfant blessé qui sommeille en nous s'invite dans l'amour adulte et l'empoisonne. Nous aimons avec nos blessures et nous attendons de l'autre qu'il les pense. » Alors pourquoi s'attire-t-il ? Parce que chacun croit que l'autre détient la clé de sa guérison. Mais il faut qu'il comprenne que cette clé n'est pas chez l'autre, ne se retrouve pas dans cette relation instable et insécurisante. Elle se trouve dans un travail de conscience et de transformation intérieure. Et de conscience, de prise de conscience de leur fonctionnement. L'anxieux, lui, doit apprendre à contenir son besoin de fusion et à nourrir sa sécurité intérieure, tandis que l'évitant doit apprivoiser sa peur de l'intimité et réintégrer son besoin d'affection et son humanité. Et c'est comme ça que cette relation peut arrêter d'être une répétition du passé et des traumas, mais peut créer une rencontre réelle, qui ne repose non pas sur la peur et les blessures, mais qui repose sur la liberté et l'amour. Le deuxième point important à aborder, c'est cette danse traumatique qu'il existe entre l'anxieux et l'évitant, où finalement il se rejoue en fait des scènes passées. L'anxieux ne court pas après l'évitant, il court après la figure maternelle instable. L'évitant ne fuit pas l'anxieux, mais il fuit l'expérience du lien comme intrusif. Donc chacun en fait envoie des signaux de danger, leur système nerveux envoie des signaux de danger, même alors que la relation peut bien se passer, bien se dérouler, être calme. Chacun va fabriquer des interprétations, des fantasmes, des projections sur la relation qui n'a rien à voir avec ce qui se passe réellement, mais selon leur peur et leurs filtres en fait, les filtres qui ont été créés dans leur enfance. L'anxieux, ça va être s'il ne répond pas, c'est qu'il ne m'aime pas. À l'inverse, l'évitant, ça va être s'il m'écrit trop, c'est qu'il veut me posséder, m'envahir. Si je m'ouvre, je vais souffrir. Et l'anxieux, lui, au contraire, pense si je ne m'accroche pas, je vais être abandonné. Donc il y a toujours des croyances en fait, très ancrées chez l'un comme l'autre, qui les coupent du lien, qui les coupent de la rencontre réelle. Donc l'anxieux, lui, va devenir contrôlant, intrusif, parfois même agressif, non par malveillance, mais par peur, en fait, de l'abandon. Et l'évitant, lui, à l'inverse, va devenir froid, distant, imprévisible, peu présent, non par méchanceté ou volonté de nuire, l'anxieux, mais par défense, pour se protéger. Et c'est pour ça qu'on parle de blessure miroir, de danse traumatique, c'est parce que quand l'un fuit, l'autre s'accroche plus fort. Quand l'autre s'accroche, le premier s'éloigne davantage. Et ainsi de suite, en fait, c'est un piège. Et où plus ils s'aiment, plus ils se blessent, plus ils veulent se réparer, plus ils se détruisent.
et plus finalement ils essayent de s'aimer, en fait, plus ils répètent un passé traumatique. Parce que même s'il y a de la souffrance, même s'ils comprennent, ils sentent qu'il y a une instabilité dans la relation et pourquoi ils se quittent pas, pourquoi même s'il y a comment dire, une relation qui peut être toxique, instable, pourquoi finalement ils ne se séparent pas? Parce que derrière toute cette douleur, derrière toute cette souffrance, il y a cette sensation, je le connais, je le reconnais, je ne peux pas l'expliquer mais je suis à la maison. C'est donc une chorégraphie inconsciente. L'anxieux fait un pas en avant, l'évitant lui recule. Et quand l'anxieux au contraire lui s'effondre et recule, l'évitant revient pour assurer et rétablit le lien. Mais finalement, dès que l'un s'approche, l'autre va se crisper. Donc il se cherche dans la douleur et le calme dans cette relation, le calme étranger. Et il n'arrive pas à s'aimer dans la sérénité et de manière sereine. L'anxieux lui croit que l'amour c'est souffrir, attendre, mériter, et l'évitant à l'inverse lui croit que l'amour c'est perdre sa liberté et se faire envahir par l'autre. Donc aucun des deux ne sait aimer et ne connaît la sécurité affective. Et d'ailleurs, étonnamment, quand ils rencontrent quelqu'un de sécure, ou en tout cas quand le lien est sécurisant, cette relation leur paraît fade, insipide, parce que ce n'est pas ce qu'ils connaissent. Un troisième point qui est important à aborder, c'est le fait que cette relation entre l'anxieux et l'évitant va avoir un effet amplificateur. C'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas seulement de rejouer leurs blessures d'attachement, ils les amplifient. Puisque l'un va attiser la peur de l'autre et va activer son système d'attachement. Donc ensemble, ils vont créer une boucle fermée, un système qui s'auto-renforce et qui confirme en fait cette idée, ces croyances de base, où finalement la relation amoureuse n'est pas sûre, l'amour est douloureux, l'intimité est dangereuse. Puisque chacun va nourrir le schéma de l'autre. L'évitant va être confirmé dans cette idée qu'on lui en demande trop, que la relation amoureuse n'est pas sécurisante, n'est pas un lieu sûr et qu'il est mieux seul. Et à l'inverse, l'anxieux va être persuadé qu'il en fait trop et qu'on l'abandonne en fait et qu'il est confirmé dans cette idée qu'il a raison d'être anxieux puisque l'évitant est fuyant. Donc chacun devient cette preuve en fait vivante des croyances profondes de l'autre. Donc des croyances qui se sont déjà bien sûr formées dans l'enfance avec les figures d'attachement et qui va en effet être intensifiée, amplifiée par cette relation instable où au lieu de se sécuriser et de s'apporter cet amour, il renforce l'insécurité qu'ils ont de base. Donc l'anxieux finalement devient encore plus anxieux qu'il ne l'était seul, parce que chaque distance de l'évitant et chaque mouvement de fuite finalement va réactiver son insécurité. Et pareil, l'évitant devient encore plus évitant puisqu'il ne l'était seul, puisque chaque demande et démarche de l'anxieux va renforcer en fait sa peur de l'intrusion. Donc finalement, ensemble, ils ne vont pas s'adoucir, ils vont plutôt se polariser. Se polariser et créer en fait un cercle vicieux, puisque chacun se confirme ses peurs en fait, leurs peurs. Et d'appuyer en fait sur leur trauma et de creuser leur trauma. Finalement, est-ce que l'anxieux et l'évitant peuvent-ils vraiment s'aimer? Peuvent-ils se rencontrer réellement? Parce qu'on l'a vu dans cette danse traumatique et donc dans cette souffrance qu'ils vivent dans la relation, où l'un court après l'autre, l'autre fuit, l'un se noie dans le lien et puis l'autre se protège par la distance. Donc, est-ce qu'ils peuvent vraiment s'aimer? Et si oui, comment? Ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que une chose essentielle, c'est que l'évitant anxieux ne s'aime pas forcément moins que d'autres couples, mais ils s'aiment à travers leurs failles, à travers des mécanismes de survie, des blessures d'enfance, des carences affectives. Donc l'un et l'autre en fait ne sont pas libres dans l'amour, ils sont blessés et c'est depuis cette blessure qu'ils cherchent à aimer. L'anxieux a appris que l'amour devait être mérité, gagné, prouver sans cesse sa valeur. Et
dès qu'il sent un changement de ton, des silences, dès qu'il ressent l'éloignement de l'autre, en fait, il va paniquer. Et il croit revivre l'abandon qu'il a vécu enfant. Et à l'inverse, l'évitant, comme on l'a vu, a grandi avec une autre blessure où il doit renoncer à l'attachement pour survivre. Il a été pris à être fort, à être autonome, à ne rien demander, à ne rien attendre. Et il a associé finalement le lien à une forme de dépendance douloureuse. Donc pour vraiment s'aimer et en tout cas calmer le feu de cette relation instable que souvent vit l'anxieux évitant, chacun doit vraiment reconnaître ses blessures, comprendre son fonctionnement, ses blessures et chercher à comprendre le langage de l'autre, à se comprendre et comprendre aussi comment l'autre fonctionne. Donc ça demande bien sûr de la patience, à se réparer, à essayer de se comprendre, à être dans l'empathie avec l'autre. Donc c'est un vrai effort, c'est un vrai travail où il faut finalement apprendre à aimer autrement, où l'anxieux lui doit apprendre à se réguler sans l'autre, à calmer ses peurs, ses angoisses, et de cesser de confondre amour et panique. Et de ne pas voir un abandon à chaque fois qu'il est seul ou que l'absence de l'autre se fait trop sentir. Et en même temps, l'évitant, lui aussi, doit apprendre à rester présent, à être à l'écoute, même quand c'est inconfortable, et reconnaître qu'être vulnérable ne signifie pas perdre le contrôle, à être capable de dire j'ai peur plutôt que de partir, et à désapprendre en fait ce réflexe de la fuite, de fermeture dès que les émotions sont trop présentes, et doit comprendre que l'autre n'est pas une menace, au contraire, et peut être un refuge. Donc ils peuvent s'aimer et la relation peut être saine si finalement ils acceptent de traverser en fait cette douleur ensemble, de s'aimer. C'est vraiment pour eux de construire une sécurité que l'un comme l'autre n'a pas vécu enfant. C'est apprendre aussi à ne pas réagir, d'être dans la réaction immédiate, à travers ses peurs, ses inquiétudes, etc. Donc le lien anxieux-évitant n'est pas voué à l'échec, mais il exige une vraie conscience de soi, une capacité à nommer la peur, à parler doucement quand on voudrait crier, à tendre la main quand on voudrait fuir. Ils peuvent s'aimer s'ils cessent d'aimer à partir de leurs blessures et commencent à s'aimer depuis leur guérison. Et c'est là que va naître l'amour véritable, non pas l'amour fusionnel ou l'amour fuyant, mais un amour à deux, courageux qui dit je te vois, j'ai peur, mais je reste. Conclusion. La relation anxieux-évitant, c'est souvent une tempête, c'est souvent beaucoup de souffrance, mais ce n'est pas un amour impossible. C'est un amour conditionnel tant qu'il repose sur la peur. Mais si chacun ose descendre en lui-même, alors ce chaos, cette relation chaotique peut se transformer et peut devenir même une voie de guérison et un lieu de guérison. Donc la question, ce n'est pas est-ce que ça peut marcher ? La vraie question, c'est es-tu prêt à ne plus aimer comme tu as été aimé ? Et cette transformation-là, cette façon de voir les choses, ça demande beaucoup de courage et bien sûr des efforts, du travail, mais c'est possible.